Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Chaque élection présidentielle ouvre une page décisive dans l'histoire d'un pays. En Côte d'Ivoire, 2025 s'annonce comme un rendez-vous majeur, non seulement avec les urnes, mais avec les espérances profondes d'un peuple en quête de justice, d'équité et de progrès continu. Notre invité ce soir n'est pas un homme politique comme les autres. Il a été préfet d'Abidjan, haut fonctionnaire international, figure active sur les réseaux sociaux, voix singulière du débat public. Aujourd'hui, il veut franchir un cap, il veut être président de la République de Côte d'Ivoire et il veut surtout convaincre les Ivoiriens qu'une autre gouvernance est possible. Aujourd'hui, il se présente devant les Ivoiriens non plus comme un observateur de l'État, mais comme un prétendant à sa plus haute fonction. Vincent Toby-Ihrie est désormais candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Que propose-t-il concrètement? Avec quels moyens? Et pourquoi lui plutôt qu'un autre? Qui est-il derrière le regard intransigeant de l'ancien administrateur? Que propose-t-il pour réconcilier, améliorer, relever le quotidien de ses concitoyens? Et surtout, pourquoi lui plutôt qu'un autre? Dans ce nouveau numéro de Sans réserve, interview de clarté, de vérité et d'engagement, Vincent Toby-Ihrie a accepté de se prêter à nos questions, on l'espère sans réserve. Vincent Toby-Ihrie, bonsoir. Bonsoir, M. Delassou. Comment vous allez? Je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes régulièrement invité dans cette émission. C'est vrai, quand le dernier passage est aujourd'hui, cela remonte à quelques années. Vous connaissez le principe. Je vous propose de voir à vous et à nos téléspectateurs ce portrait avant l'entretien qui s'ouvre juste après. Sans réserve ce soir reçoit à nouveau Vincent Toby. Né le 17 novembre 1986 à Dabou, il a étudié les lettres modernes à l'université de Cocody, aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny, avant d'intégrer l'ENA en 1998. Administrateur civil, il a été entre autres sous-préfet de Thiémé dans la région d'Odiéné, au nord de la Côte d'Ivoire, préfet d'Abidjan. Sa gestion a été marquée par de nombreuses sorties sur le terrain, beaucoup médiatisées avec à la clé des sensibilisations notamment sur l'incivisme, les sujets sur des conflits et autres. Avant ce poste de gouverneur de la région d'Abidjan, Vincent Toby a été le directeur de cabinet au ministère ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Spécialiste de programmes de gouvernance ou de sortie de crise dans de nombreux pays d'Afrique et bien au-delà, il met en place un mouvement dénommé Aube Nouvelle, qui se veut une plateforme qui donne la parole à toutes les couches sociales afin de construire une nation de paix et de développement. Il sillonne plusieurs localités de la Côte d'Ivoire avec des appels à la cohésion nationale, au vivre ensemble. Dans une déclaration solennelle le mardi 13 mai dernier, diffusée via les réseaux sociaux, il a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Ses ambitions pour la Côte d'Ivoire, les motivations profondes de sa candidature, son rêve pour la Côte d'Ivoire, son commentaire sur la gouvernance actuelle. Des points qui seront abordés sans réserve ce soir. Vincent Toby-Ihrie, un célèbre homme politique français, il est l'actuel Premier ministre de la France. En 2007, lors d'un meeting à Caen, il disait ceci: l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'un pays, la rencontre d'un homme, d'un peuple. Est-ce que pour 2025, vous pensez que vous êtes l'homme providentiel que la Côte d'Ivoire attend? Est-ce que ce sera votre rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire? Avant d'être une rencontre entre l'homme et le peuple, c'est d'abord une rencontre avec vous et vous-même, et ensuite une rencontre entre vous et Dieu. Parce que diriger une communauté, diriger un pays, ce n'est pas une ambition personnelle, c'est se réconcilier avec des valeurs, une vision personnelle. Et ensuite, c'est de savoir si cette vision s'inscrit dans une certaine mission de foi. Donc, c'est d'abord ça. Et cette vision, cette rencontre avec moi-même, cette rencontre avec Dieu, avec les valeurs, avec les principes divins, cette rencontre a été effective. Et nous pensons que nous avons acquis quelques expériences, des expériences qui nous permettent de diriger notre pays. Rencontre avec Dieu, rencontre avec vous-même. Vous avez eu le temps de faire votre autocritique, votre introspection. La place du peuple, finalement. Vous pensez que ce sera votre rencontre avec le peuple ivoirien ou pas du tout? Oui, j'ai complété la célèbre réflexion que vous venez de donner. Ça, c'est d'abord ce que je disais, c'est qu'avant d'aller vers le peuple, vous avez une rencontre avec vous-même. Sinon, vous arrivez comme ça, vous avez une ambition personnelle de gravir des échelons et non pas une idée ou une noble mission de servir le peuple. Donc, bien sûr, je parlais des préliminaires. Ils sont divins, ils sont personnels, avant d'aller avec ce peuple-là et de faire un avec lui pour porter son message. Il y a 4 ans, assis sur ce siège en face de moi,
quand on vous posait une question, je pense que c'était une question de l'un de nos internautes, à l'idée de savoir qu'est-ce que vous feriez après votre démission de votre poste de préfet d'Abidjan, vous répondiez ceci, je vous propose d'écouter. Je vais parler un peu en langage ivoirien. Mais vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas bateau, hein. Mais quelqu'un dit qu'il ne fait plus son travail parce que c'est bon, il va faire autre chose. C'est quoi cette histoire de rivalité, forcément? À un moment, on n'est pas d'accord, on est fatigué, on se met à distance. Est-ce que ça doit forcément signifier qu'il y a un problème politique? Et je le dis, pas seulement pour celui qui a posé la question, mais beaucoup de personnes. Et je le répète, il faut apprendre souvent à se replier un peu, à s'ingénier une autre vie et à être utile ailleurs, autrement, pas forcément sous les feux de la rampe. Là, je ne suis plus préfet, je serai plus certainement invité sur le plateau. Vous m'avez invité parce que, actuellement, on veut savoir pourquoi. Mais cette vie dans l'anonymat est aussi une vie où on a du bonheur, dans le village, dans la case, de braiser des ignames, ou alors de manger de la tchéké poisson, de se promener en short. C'est du bonheur quand même. Il faut savoir apprécier ça. Cette émission, cette réponse remonte il y a 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que finalement, vous décidez d'y aller, d'aller affronter le suffrage universel des Ivoiriens? Je ne crois pas que dans cette réponse, il y ait une quelconque idée de ne pas participer à la vie politique. Pas du tout, mais vous dites en substance que vous allez retourner, profiter de la case et tout ça. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Regardez sur mes communications un peu partout. Dès que je suis parti de votre plateau, j'ai commencé une nouvelle vie. Les habits de préfet sont tombés. Je suis allé dans les cases des Ivoiriens. J'ai visité avec ceux qui croyaient, qui partageaient la même foi, la même pensée, toute la Côte d'Ivoire. Chaque année, je fais le tour de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. J'ai dormi dans les cases. J'ai mangé les bananes braisées, les ignames, les maniocs au champ. Et vous avez toute la appelée et de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. J'ai été accueilli à Koumbeni avec toute la population allogène, non nationale et locale. J'ai été à Séguélon. J'ai été accueilli dans toute la Côte d'Ivoire par les chefs traditionnels, par les populations. Et ça a été une très belle expérience. J'ai découvert la beauté de ce pays. Et ensuite, j'ai fait, comme je le disais, des missions internationales qui m'ont mené pratiquement dans tous les continents. J'ai écrit et donc j'ai eu le temps de me découvrir, moi aussi. Et à quel moment vous décidez de franchir le cap? Est-ce qu'il y a un événement en particulier? Est-ce qu'il y a un moment en particulier? Est-ce que face à la glace, vous vous dites, bon, c'est le bon moment, j'y vais? Parce que dans le souvenir de beaucoup d'Ivoiriens, j'ai vu certains vous tenser sur les réseaux sociaux en disant, en 2020, vous avez voulu y aller, finalement, vous vous êtes rétracté. Est-ce que ce ne sera pas bis repetita en 2025? À quel moment vous avez pris la décision? Je vais vous expliquer, M. Derasouba, quelque chose, parce que les gens pensent qu'aller à une élection, même une élection législative, une élection locale, une élection de mairie, c'est juste un désir personnel, on se lève. Non, une élection présidentielle, je disais tantôt, c'est votre rencontre avec vous-même, avec Dieu. Et ensuite, c'est les aspirations du peuple, que vous comprenez. Et après ça, il y a tout un cheminement. Il y a un cheminement de conception, de projection, de votre image. Mais il y a un travail de mise en place d'un ensemble de stratégies et de mesures relatives à la sécurité, vos stratégies électorales, l'analyse de la vie politique, la lecture des événements politiques, de la vie politique, les contacts que vous avez, la diplomatie. C'est un ensemble d'éléments qui vous permettent maintenant d'arriver et de dire je suis prêt. Et donc, j'ai fait tout ce parcours et à un moment, je me suis dit, on peut y aller. Nous parlons de changement générationnel, M. Derasouba. Je vois les Ivoiriens dans les réseaux, dans les salons, en train de se plaindre. À quel moment notre génération descend dans l'arène politique avec l'expérience que nous avons, chacun de nous, pour commencer à contribuer? Je ne veux pas être du côté de la critique inutile et permanente de la vie politique sans pouvoir y apporter ma contribution. Donc, à partir de ce moment, je me suis dit, on y va. Et quand je l'ai dit, j'ai constaté que de nombreuses personnes autour de moi ont accepté d'accompagner cette idée. Donc, c'est le constat, c'est la vie. Et puis, c'est l'évolution normale, je dis, de mon processus de contribution à la Côte d'Ivoire. Et je crois que, comme moi, il y a des milliers, des millions d'Ivoiriens diplômés ou sans diplôme, mais qui ont un amour profond de la Côte d'Ivoire, qui aimeraient bien participer à ces processus. Et c'est l'opportunité de nous mettre ensemble pour être une autre voix dans cette Côte d'Ivoire structurée par des partis qui s'entre-déchirent. De ce que vous dites, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans votre combat, dans votre profil, et qui ont décidé de vous accompagner. Vous l'avez vous-même rappelé, vous êtes un candidat indépendant à cette élection présidentielle. Si on interroge l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais un candidat indépendant a pu
se hisser à la plus haute magistrature, à la plus haute marche de l'État de Côte d'Ivoire, pourquoi vous auriez des chances de devenir président de la République, surtout que vous vous déclarez 5 mois avant cette présidentielle? Quels sont vos atouts? C'est justement parce qu'il n'y a pas encore eu de candidat qui ait gagné, enfin comme vous le dites, hein, mais je crois que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, deux ou trois candidats ont décidé au dernier moment de ne pas porter particulièrement les couleurs du parti, mais d'être des candidats, pour certains, des candidats du peuple, pour d'autres, des candidats qui, bien qu'ayant l'appui de certaines alliances politiques, ne représentaient pas des partis. Donc, ce n'est pas nouveau. Vous avez connu des candidats, mais ces candidats étaient portés par des personnes indépendantes. Et sur les bulletins de vote, ces candidats-là n'avaient pas de couleur politique particulière. Et donc, nous disons qu'on peut commencer. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais existé que ça ne peut pas exister. C'est peut-être l'opportunité. Ça peut commencer avec vous? Bien sûr, c'est ce que nous faisons, avec moi, avec les autres. Et il faut qu'on se mette ensemble pour y aller. Donc, nous mettons dans une posture aujourd'hui de conquête des voix des Ivoiriens qui ne se retrouvent pas dans les partis politiques, mais également dans la posture des gens qui sont dans les partis, mais qui ne comprennent pas la logique de ces partis-là. Et nous voulons proposer une voie alternative de gouvernance de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec les observateurs qui estiment que l'appartenance à un parti politique en Côte d'Ivoire se fait sur une base ethnique, souvent même de repli identitaire, et c'est ce que vous voulez changer? Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, bien sûr, ça, c'est pas un constat, c'est une réalité. Les trois grands blocs politiques de Côte d'Ivoire ont leur bastion dans des ressorts régionaux, que vous savez. Et c'est une pratique commune, en Côte d'Ivoire comme en Afrique. J'apprécie votre réponse. J'apprécie votre réponse. Comment vous allez faire, vous, pour changer ce paradigme qui est établi depuis des lustres et des lustres? Je donne des chiffres que j'ai donnés sur d'autres plateaux de télévision. Malgré la puissance du RHDP, parti au pouvoir, c'est puissant qu'il y a du monde, malgré la puissance historique et sociologique du PDCI, malgré la puissance du PPACI, du FPI et tous les autres partis, on a rarement eu plus de 50% de taux de participation en Côte d'Ivoire. Et les derniers chiffres concernant les élections locales remontent à environ 37% de taux de participation. Je répète, il y a donc des millions et des millions d'Ivoiriens, plus de 4,5 millions d'Ivoiriens, qui ne votent pas malgré la puissance de ces partis qui sont structurés, qui sont là. Pourquoi ils ne votent pas selon vous? Mais ils ne votent pas pour plusieurs raisons, à cause de la désillusion politique, à cause de la violence, à cause des attentes, à cause de la pratique politique, à cause de certains facteurs logistiques. Et voilà. Et donc, malgré la puissance de ces partis, ils n'arrivent pas à happer. S'ils étaient aussi puissants qu'ils le sont et qu'ils avaient l'assentiment populaire, on aurait des taux de participation frôlant 80%, 90%. Donc, la réalité, c'est que c'est vrai, il y a des partis forts en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas encore réussi à happer les besoins de ce peuple et cet électorat qui est perdu. En plus du fait que nous avons eu un taux de participation de 37% en 2023, nous avons une des plus faibles populations électorales d'Afrique, avec environ 22, 23, 24% de nos populations sur la liste électorale, à comparer avec des pays qui ont 86%, qui ont 64%, 74%. Donc, notre population électorale est faible. Alors, si ces partis sont aussi puissants, ils devraient pouvoir créer l'enthousiasme, comme ça se voit dans beaucoup de pays. Mais en Côte d'Ivoire, c'est tout le contraire. On a plus on a de partis puissants, moins on a de participation à la vie politique, dû à tout ce que je vous ai dit, à la violence, aux attentes, à la personnalisation des rôles politiques. Et aujourd'hui, nous proposons une alternative nouvelle pour que les populations qui ne se reconnaissent pas dans les partis, mais qui ont vraiment une aspiration profonde à la paix, au développement, puissent se mettre autour de nous pour que nous soyons, à côté des autres partis, à côté des autres formations, nous soyons également une voix pour ces populations-là. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu, vous qui parcourez la Côte d'Ivoire? Vous avez dit à l'entame de cette émission que chaque année vous faites le tour de toutes les régions du pays. Est-ce que vous avez le sentiment que ce discours que vous tenez pour mettre un terme au cycle de violence électorale chaque 5 années dans notre pays, est-ce que vous avez l'impression que certains Ivoiriens se disent, bon tiens, finalement, c'est la voie peut-être du juste milieu que nous avons? Nous avons fait les 31 régions de Côte d'Ivoire, nous avons fait les 2 districts, donc Yamoussoukro et Abidjan. Nous avons rencontré toutes les catégories sociales, les chefs traditionnels, les populations, les agriculteurs, les fonctionnaires. Et ils remontent de ces populations des préoccupations. Et nous avons déjà fait beaucoup de rapports dans lesquels nous avons exposé ces préoccupations. Les populations aspirent au changement. Il y a des populations, bien sûr, qui ont leurs attaches politiques, mais elles aspirent au changement. Le gros problème,
c'est comment elles expriment cette aspiration au changement. Il y a des endroits où les gens ont peur de changer, de voter, de s'exprimer, à cause, encore une fois, de notre histoire de violence, à cause de du fonctionnement de notre démocratie. Et donc, c'est ce qui, si nous n'avions pas cette impression qu'il y a des populations qui veulent le changement et qui veulent une gouvernance nouvelle, nous n'aurions pas porté cette candidature. Mais c'est parce que nous avons observé qu'une frange de la population, en tout cas celle que nous avons écoutée, est favorable à ce qu'il y ait des énergies nouvelles dans cette arène politique. J'imagine qu'avant de vous déclarer candidat à la présidentielle, vous avez bien analysé les enjeux, le contexte de cette présidentielle de 2025, d'octobre approché en Côte d'Ivoire. On ne sait pas encore si le président du RHDP, président de la République, le président Alassane Ouattara, sera candidat ou pas. En tout cas, les cadres de son parti l'invitent à être candidat. Du côté de l'opposition, la figure du PPACI, figure de gauche de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, pour l'instant, en l'état actuel des choses, où nous faisons cette émission, il n'est ni éligible ni électeur. Le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a été radié des listes électorales suite à une décision de justice. Pareil pour Charles Blé Goudé, pareil pour Guillaume Soro. Donc voilà un peu le contexte de cette élection présidentielle. Que vous inspire ce contexte? Malgré tout, vous avez décidé d'y aller. J'ai déjà pris position par rapport à cette situation. Et en disant quoi? Je voudrais le répéter ici. Allez-y. Quand vous allez à une élection et qu'il y a autant de frustration, et à cette situation que vous avez décrite, où des leaders de partis, pour des raisons diverses, ne participent pas, il y a risque sur le processus électoral. Et ça, j'ai déjà dit. Je dis que je ne suis pas juriste, quittons les considérations juridiques techniques dans lesquelles je ne suis pas expert, mais je dis qu'on a un moment de la vie de la Côte d'Ivoire où une décision politique doit être prise pour permettre une participation large et anticiper, gérer les conflits qui pointent à l'horizon. Je suis pour la participation de toutes les forces politiques aux élections. Et cette participation se fait, pour moi, n'a pas d'impact sur ma participation à cette élection. Parce que je vous ai dit qu'il y a un public, il y a un électorat qui ne se manifeste pas. Cet électorat est ma cible principale avant que j'aille peut-être regarder l'électorat des déçus ou alors des gens qui ont d'autres aspirations dans les partis politiques. Et je répète, il faut créer le cadre pour une participation de tous les acteurs majeurs à cette élection. La Côte d'Ivoire doit arrêter d'organiser des élections qui font toujours trembler les populations et qui nous mettent sur le mauvais côté dans l'opinion internationale. Vous, président de la République, au nom de la séparation des pouvoirs, vous prendriez des décisions qui seraient perçues comme une immixtion dans l'appareil judiciaire? Je ne crois pas à cette théorie de séparation totale du pouvoir. D'ailleurs, restons sur le strict plan de la loi. Dans la plupart des pays au monde et des constitutions, la loi donne le levier au président de la République d'avoir souvent le dernier mot. Parce que si une loi commence à diviser, à détruire un pays, c'est qu'elle n'est pas bonne. La loi est faite pour gérer un pays, pour créer l'harmonie, pour créer le respect des droits et pour que les populations puissent prospérer. Si des lois ou des constitutions deviennent problématiques, ce ne sont pas les populations qui ont un problème, c'est la loi qui a un problème. On change. Et je dis qu'il faut arriver aujourd'hui à un consensus. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un parti au pouvoir dont les militants peuvent être heureux de savoir que tel ou tel n'est pas là. Mais par le passé, ces mêmes militants ont dû subir également. Et demain, un autre parti va venir, il va exclure. Nous voulons, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, éviter ce cycle de violence et d'exclusion qui n'arrange pas notre pays et qui nous rabaisse dans notre élan vers le développement. Il faut arrêter ces élections désastreuses, calamiteuses, catastrophiques, où tout le temps, nous avons des préoccupations avec nos populations et avec nous-mêmes, nos valeurs démocratiques. L'opposition entend organiser, notamment la coalition CAP, entend organiser des activités à la fin de ce mois, le 31 mai précisément, pour demander au gouvernement de venir à la table de discussion. Du côté du gouvernement, on a entendu certains hauts cadres dire que le dernier dialogue politique qui date de 2021-2022 a stipulé que désormais, il fallait s'en tenir aux institutions de la République. Donc il n'était subrepticement plus question de venir se rasseoir à une table de dialogue. Est-ce que vous craignez que la situation n'évolue pas jusqu'à la présidentielle? Les institutions, c'est les hommes qui les font.
Les institutions sont animées par des hommes et par des textes. Je reviens à ce que j'ai dit. La présence des institutions n'empêche pas que les hommes qui animent ces institutions prennent des décisions pour le bien du pays. Qui aujourd'hui est fier de l'image véhiculée par la Côte d'Ivoire dans le monde entier? Qui est fier de ça? De voir un pays dont on dit partout qu'il ne respecte pas les droits fondamentaux, qu'il organise des élections à scandale ou bien des élections à exclusion. Non, les hommes sont au-dessus. Je veux dire, l'intérêt du peuple est au-dessus des institutions. Les institutions sont l'émanation des besoins du peuple. Les institutions existent pour pouvoir gérer les besoins du peuple. Et aujourd'hui, les besoins, je pense, de cette Côte d'Ivoire, quel que soit le parti où on se trouve, quel que soit le groupe où on se trouve, on a besoin de paix pour pouvoir nous développer. Revenons à vous. Dans le marigot politique ivoirien, comment vous vous définissez en termes d'idéologie? Vous êtes un libéral, vous êtes un socialiste, vous êtes un centriste. Comment vous vous définissez? Je ne voudrais pas encastrer mon action politique dans une idéologie particulière qui a toujours dominé notre vie politique. Mais vous avez forcément des préférences. Mais forcément. Je disais que je ne veux pas encastrer mon idéologie dans les idéologies qui existent. Mais le centre de mon action, c'est un État qui fonctionne correctement, qui respecte des principes, dont la gouvernance est optimale pour être la plateforme de développement. Je voudrais un État qui accorde une priorité au social, qui est aujourd'hui un problème dans notre pays et qui crée beaucoup de frustration. Est-ce qu'il est exclu que Vincent Aubry, bien que candidat indépendant, puisse rejoindre dans la dynamique des mouvements et des flux politiques d'ici la présidentielle, qu'il rejoigne une coalition? Oui, bien sûr. Mais permettez-moi, M. Ali, de faire une précision. J'ai entendu tout à l'heure la coalition, vous avez parlé du CAP. Coalition, je ne sais pas, mais il faut savoir que je ne sais pas s'il y a un problème sur les terminologies, mais une coalition, c'est un regroupement. Je l'ai déjà dit dans certains plateaux, je le répète. Une coalition, c'est un regroupement stratégique de partis politiques, de forces. On est d'accord. Pour la gestion du pouvoir. J'ai entendu des partis qui se mettent ensemble pour aller aux élections et qui se disent coalition, je ne sais pas, je suis un peu perdu dans ces appellations. Nous sommes actuellement dans une alliance. Moi et l'équipe, dans la perspective de devenir président, nous joindrions les alliances. Une alliance, c'est un regroupement tactique de partis politiques pour la conquête du pouvoir. Soit en ayant un ensemble de voix à l'Assemblée nationale pour des régimes parlementaires afin d'accéder au pouvoir à la primature, soit en ayant un accord pour aller aux élections. Donc, les alliances, c'est le regroupement avant les élections. Nous allons rejoindre toutes les forces politiques ou toutes les forces sociales, ou les forces indépendantes comme nous, qui ont les mêmes aspirations. Et sachez enfin qu'une alliance ne se fait pas au hasard. Ce n'est pas parce que je connais tel individu que je fais une alliance. Une alliance est fondée sur des critères objectifs. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie. C'est le projet des sociétés. C'est l'histoire l'histoire du pays et l'histoire des personnes qui sont là. Une alliance est dans un contexte africain fondée également sur la région, sur l'amitié, sur la personnalité des individus. C'est tous ces éléments. Nous nous mettrons en alliance avec les personnes, les énergies qui partagent la même vision. Nous voulons une Côte d'Ivoire où le social soit mis au centre du développement. Donc, bien sûr, nous sommes une jeune initiative énergie et il est évident que nous devons nous mettre du côté de toutes les forces qui partagent nos idées, qui partagent notre vision pour qu'ensemble, on aille pour ce changement. Alors, vous parlez de social. Le gouvernement a mis en place depuis quelques années le programme social du gouvernement. Ça m'emmène à vous poser une question. Vous avez été directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pendant de longues années, préfet d'Abidjan. Est-ce que vous vous sentez comptable du bilan du régime RHDP? J'ai été fonctionnaire de la République de Côte d'Ivoire comme des dizaines de milliers d'autres personnes, ce qui ne fait pas forcément de vous un militant du RHDP. L'administration ivoirienne, selon la séparation des pouvoirs dont vous parliez, ne fait pas de tout. À laquelle vous ne croyez pas trop? Non, je n'ai pas dit que je ne crois pas trop. Mais il y a aujourd'hui des éléments qui nous amènent à nous poser la question sur la séparation des pouvoirs. Donc j'étais fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, comme des dizaines de milliers d'autres, comme des centaines de milliers de personnes avant moi. Donc j'ai exercé des responsabilités. J'ai contribué à l'exécution de politiques publiques. J'étais préfet, donc représentant du président de la République, et j'ai défendu sur mon territoire certaines des politiques pour lesquelles j'avais un mandat. Et je l'ai déjà dit, il y a certaines politiques qui étaient
que nous avons défendues, que nous avons appréciées. Mais il y a d'autres aussi qui ne nous semblaient pas en accord avec les aspirations locales. Et donc, je ne peux pas dire que je suis comptable parce que pour être élu, le RHDP a un bilan, un projet qu'il a soumis. C'est sur cette base qu'il a été élu et ensuite il l'a transformé en politique publique. Et il y a des segments de cette politique publique que des fonctionnaires exécutent et j'ai contribué, j'ai participé à cela dans la vie de mon pays. Aujourd'hui, participer, vouloir aspirer à une vie politique, ce n'est pas nier ce que j'ai fait. Et c'est justement ce que j'ai fait qui m'a donné l'expérience et le besoin d'avoir d'autres orientations dans ma vie publique. Justement, est-ce que votre profil d'ancien préfet et de haut fonctionnaire international, c'est un avantage ou un handicap pour vous, pour être président de la République? Il faut ajouter également, en tant que citoyen ivoirien ordinaire, en tant que citoyen, évidemment. Oui, bien non, ordinaire. C'est la base. Il y a des citoyens aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ne savent même pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas que des populations de Transfia ont des coupures d'électricité. Ils ne savent même pas que des gens mangent ça, un peu de viande dans leur sauce à l'opou. Ils ne savent pas que... Non, donc j'ai été citoyen. Le profil international m'a fait travailler dans des pays compliqués. Des pays comme la Côte d'Ivoire. Et des pays également qui sont de grands succès. J'ai également été préfet. Et l'avantage d'avoir été préfet, c'est de connaître la sociologie locale et de répondre aux aspirations des populations parce que c'était mon rôle. Et donc, c'est tout cela, c'est tout ce cheminement, intérieur, extérieur, toutes ces privations qui ont permis d'asseoir une conviction que nous avons des outils en nous, dans notre expérience, pour pouvoir contribuer à la marche optimale de notre pays. Alors, parlons maintenant de vos idées, Vincent Aubry. Et concernant, vous êtes un grand commis de l'État, vous avez été préfet d'Abidjan, on l'a rappelé, directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Parlons maintenant de gouvernance des institutions et de la réforme de l'État, si vous avez des projets dans ce sens-là. Quel diagnostic faites-vous, vous, candidat à la présidentielle de 2025, quel diagnostic faites-vous de l'administration ivoirienne? Est-ce que vous avez des observations, des éléments de rupture? Si vous êtes élu, quelles pourraient être vos priorités? Vous posez une question. La question concernant essayons d'élever l'échelon de la préoccupation. Parlons plutôt des institutions publiques. Parlons des institutions. Nous avons dans notre programme de gouvernement, et nous l'avons dit dans notre discours que vous avez passé tout à l'heure, la gouvernance des institutions doit être revue. Quand je parle de gouvernance des institutions, je parle des questions de moralisation de la vie publique, mais également le service public. Comment on délivre le service public à la population. Il faut revoir. Aujourd'hui, vous savez que les questions de corruption qui remontent dans les rapports sont des questions qui préoccupent. D'ailleurs, le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis beaucoup d'institutions en place pour cela. Il y a des chiffres que vous connaissez. Ensuite, il y a des fonctionnements aujourd'hui qui doivent être questionnés. Moi, par exemple, en matière administrative, je pense qu'il leur est venu de nous interroger sur la superposition des structures, la gestion de notre administration territoriale, avec les préfectures, sous-préfectures, avec les ministres, gouverneurs, avec les conseils régionaux. On va arriver un peu aujourd'hui à nous poser la question de savoir si toutes ces formations que nous avons atteignent l'objectif que nous attendions. Et au-delà de cela, on va se poser la question de savoir si certaines institutions de la République jouent également effectivement leur rôle, mais ont une contribution effective à la construction de l'État. Si ce ne sont pas juste des institutions qui sont là pour du clientélisme, parce qu'on loge des personnes là-bas qui sont des cadres régionaux et qui donc sont obligés de ne pas participer à la vie politique. Et donc, il y a un ensemble d'éléments. Les réformes au niveau des institutions d'État sont très importantes aujourd'hui. Vous voyez même les rapports, les rapports de la Cour des comptes. Et beaucoup d'éléments dans les rapports de la Cour des comptes concernent la fluidité de gestion des budgets ou des administrations. Et quand vous lisez ces rapports, vous êtes édifié sur la nécessité de revoir d'une façon générale la gouvernance de nos institutions, le fonctionnement et le service que ces institutions et cette administration rendent à la population ivoirienne. Quel regard jetez-vous sur la décentralisation en Côte d'Ivoire? Nous avons eu une décentralisation en plusieurs étapes et chaque pouvoir a donné des orientations particulières. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, ce n'était pas la décentralisation telle que nous la connaissons dans la définition académique, mais c'était des blocs de territoire que le président Houphouët-Boigny avait mis en place pour pouvoir accélérer le développement. Il y avait l'ARSO, il y avait l'AVB, il y avait d'autres structures. Le président Henri Konan Bédié a mis les hauts commissariats aux régions semi-montagneuses
les différentes régions qui ont été mises en place à l'époque. Au temps du président Laurent Gbagbo, il y a eu 1296 communes rurales qui ont été mises en place. Et au temps du président Alassane Ouattara, on a augmenté le nombre de communes, aujourd'hui à 201 communes, et à tous ces districts autonomes. Mais aujourd'hui... Est-ce que vous avez une nouvelle architecture territoriale à proposer? Ou vous vous dites tout va bien? Non, pas du tout. Je vous parlais de... Parce que quand on parle d'architecture territoriale, la finalité n'est pas l'administration. La finalité, c'est la population. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que la population, à la base, ressent ou bénéficie des décisions au niveau de l'État? Parce que les maillons territoriaux que nous venons de décrire ont pour objet de faire descendre le développement et les politiques publiques à la base. Et aujourd'hui, posons-nous la question si cela est vraiment effectif. Et nous disons qu'il faut revoir ces maillons territoriaux pour que le développement soit plus efficace. Et dans cette lancée, nous devons questionner. On a toutes les lois sur la décentralisation. Est-ce qu'elle est effective? Les moyens reversés aux entités territoriales, l'action de ces entités. Et vous allez dans certaines entités territoriales, vous avez 70% ou 80% du budget consacré au salaire ou aux dépenses, mais pas à l'investissement. Et donc, il faut aujourd'hui, et nous, dans notre projet, qui sera détaillé amplement à l'occasion, nous allons faire des propositions où l'effectivité du fonctionnement des entités territoriales dans le cadre de la gestion administrative générale de la Côte d'Ivoire. Parlant des réformes de l'État, est-ce que Vincent Toby-Ihrie est favorable à une révision de la Constitution ivoirienne? Si oui, pourquoi? La Constitution ivoirienne a été adoptée en 2016. La dernière. Et Novembre 2016, précisément. À présent, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 modifications. Ça me paraît trop tôt. J'ai fait des processus constitutionnels dans certains pays. Et quand on modifie immédiatement une constitution, la première modification a eu lieu, je crois, en 2019-2020. Quand on modifie aussi rapidement une constitution adoptée avec, par un référendum où il y a eu un grand taux une grande proportion de oui, ça me paraît poser des questions. Aujourd'hui, la Constitution, surtout sur les principes, tout à l'heure, vous m'avez parlé de mon projet de société, il y a la question de la justice. Et aujourd'hui, la Constitution doit pouvoir poser les balises pour la réorganisation de la justice ivoirienne. Elle ne le fait pas, en l'état actuel? En l'état actuel, ce n'est pas moi qui le dis, vous le savez tous, que les Ivoiriens ont des problèmes sur le système judiciaire, de la perception. C'est dans tous les rapports des institutions de gouvernance que vous voyez. Lesquels rapports? Entre autres, mais je parlais du rapport Mo Ibrahim, je parlais du rapport de Human Rights Watch, de Amnesty, sur les questions de justice et beaucoup d'autres interventions de l'OIDH, de la LIDO, de différentes organisations qui sont là. Donc, il est important que la Constitution élague tous les éléments qui peuvent conduire la Côte d'Ivoire à des conflits. Et bien sûr, pour rejoindre l'actualité, il y a les questions d'éligibilité. Je ne crois pas que la Constitution soit suffisamment claire et que les textes ne portent pas à interprétation. Il faut éviter une Constitution qui est toujours interprétée. Il y a 20 ans de cela, ces interprétations ont conduit à l'élimination, disons, à la marginalisation de certains candidats. Il faut aujourd'hui que notre Constitution soit claire sur les conditions d'éligibilité, que nous tenions en compte l'évolution du monde pour poser ces conditions d'éligibilité qui ne soient pas à la base du déchirement, comme on le voit et comme on le voit aujourd'hui. Est-ce que vous faites allusion à l'article 48, qui a beaucoup été sous le feu des projecteurs ces dernières semaines? Je fais allusion à toute la Constitution. Il faut aujourd'hui qu'on s'asseye pour que cette Constitution qui a été adoptée en 2016, nous nous posons la question de savoir si des éléments ne sont pas porteurs de conflits pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous dites de la limitation des mandats et la limitation d'âge? La limitation d'âge est une disposition que certains pays ont. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de limitation d'âge. Les États-Unis n'ont pas de limitation d'âge. Et beaucoup de démocraties modernes n'ont pas de limitation d'âge. Parce que l'âge est apprécié différemment selon la culture. Il y a un pays que vous connaissez en Afrique centrale qui vient de limiter à 70 ans l'âge du président de la République. Le problème, c'est la limitation des mandats. Voilà, la limitation des mandats, parce que le pouvoir use, le pouvoir épuise. Et la plupart des constitutions dans le monde entier limitent les mandats à un homme particulier pour permettre à celui qui est dans l'exercice d'avoir toute la fraîcheur. Et qu'il n'y ait pas des routines de gestion qui puissent plomber la gouvernance du pays. Voilà. Au moment où on parle des institutions, j'aimerais qu'on s'arrête, qu'on marque un arrêt sur la commission électorale indépendante.
au cœur de toutes les attentions et de tous les commentaires. Il y a un mois environ, à la faveur de la 9e conférence que Risque Pays de Bloomfield Investment Corporation, vous êtes prononcé sur la CEI. Je vous propose d'écouter. Notre commission électorale... Pardon? Oh, que Dieu me pardonne. Bogasako. Que Dieu me pardonne. Bogasako l'a dit également. Et donc, la commission électorale fait l'objet de discussions. Et pour mon expérience personnelle, à partir du moment où une question devient objet à polémique, on ne se pose pas de questions sur l'opportunité de changer, on change. C'est ça. Parce que si les gens ne sont pas d'accord, il y a un problème. Il y a des pays, moi j'ai été dans des pays où on vote sans carte d'identité. Un pays comme l'île Maurice, tout le monde se connaît. Tu arrives, sans carte d'identité, on n'a pas besoin de chercher parce que il y a dans la tête, oui, dans la tête, on peut ne dit pas de faire ça en Côte d'Ivoire, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Un pays comme Djibouti, tout le pays fait 150 000 électeurs. 150 000 électeurs, ce n'est même pas même la moitié du nombre d'électeurs de la commune où nous sommes actuellement. C'est même pas même le cas de Yopougon, il y a 505 000 électeurs. Donc, quand il y a un problème, il faut le revoir. Et la commission électorale aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de discussions partout. Mais ce n'est pas le président Cubier qui est en cause. Ce ne sont pas les membres de la commission électorale. C'est l'histoire de la commission électorale qui apprête à ce genre de sujet. La commission électorale qui est là est le résultat de toute la méfiance de l'histoire d'une commission. Quand une commission traîne tant de passivité, il y a un moment où même son aura, son esprit devient négatif. Il faut penser à faire quelque chose. Et tant qu'on voit la commission dans cette forme-là, on a toujours des problèmes. Nous avons fait une commission à partir de Marco 6 sur la base de la représentation des partis politiques, parce que c'était les partis qui étaient en conflit. Il était normal que les partis politiques soient dans la commission pour surveiller, parce que ce sont les partis, les formations politiques qui étaient en compétition. Mais est-ce que cette réalité qu'on avait en sortie de Marco 6, est-ce que cette réalité tient aujourd'hui? Pour vous paraphraser, Vincent Toby-Irié, les fondements de la CEI ne sont pas bons. À 5 mois de la présidentielle ivoirienne, l'opposition réclame qu'on change cette commission électorale indépendante. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir concernant la CEI? Monsieur Derassouba, vous me posez la question de la commission électorale. Et sans avoir lu vos fiches, je devine qu'après la commission électorale, vous allez me poser la question de la liste électorale. Quand vous allez finir la liste électorale, je suppose que vous allez parler du parrainage. Et après, vous allez parler des résultats. Finalement, vous êtes en train de faire une auto-interview. Non, vous allez poser la question, je suis convaincu, parce que c'est l'actualité. Ben, répondez déjà à celle que j'ai posée. Ce que je veux dire. On est d'accord, on est d'accord. Ce que je veux dire, M. Derassouba, il faut enlever cette fâcheuse tendance en Côte d'Ivoire à faire des débats temporaires, cycliques, événementiels. Tout le monde aujourd'hui sur la commission électorale et sur la liste électorale. Nous ne voulons pas ce genre de débat partiel. Nous disons qu'il s'agit de la commission électorale. Il s'agit des listes électorales. Il s'agit du parrainage. Il s'agit du système administratif de compilation des résultats. Mais en amont, il s'agit de la Constitution. Il s'agit de la loi électorale et il s'agit de l'ensemble du processus électoral. J'entends aujourd'hui parler de la commission électorale et de la liste électorale. À supposer que la commission électorale change, est-ce que la Constitution a changé? Parce qu'il y aura encore des éléments à conflit là-bas. Il y aura encore les listes électorales à changer là-bas. Il y aura des problèmes là-bas. À supposer que la liste électorale change, que la commission soit là, il y aura des problèmes sur le parrainage, il y aura des problèmes sur la gestion des résultats. Donc, ce que je veux dire par là, M. Derassouba, c'est évitons ces débats cycliques ad hoc. Nous disons que l'ensemble du processus électoral doit être revu. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu de réforme électorale. Et je l'ai dit, ce n'est pas le changement d'une loi qui est une réforme. Une réforme, c'est des consultations avec les institutions, avec les partis politiques, avec la société civile, avec les populations et ensuite avec les administrations. Et on n'a pas fait ça en Côte d'Ivoire. On prend une loi, on change. D'ailleurs, dernièrement, il y a une ordonnance qui a été prise, ce qui ne me paraît pas à propos, parce que pour les questions, dans une démocratie normale, pour les questions de liberté ou d'élection, on fait un minimum de consultation. Les ordonnances ne sont pas souhaitées, parce qu'on a besoin d'avoir un assentiment de toutes les populations. Donc je dis, l'ensemble du dispositif aujourd'hui, constitutionnel et législatif, l'architecture constitutionnelle et législative qui gouverne nos élections, est problématique. Les institutions sont problématiques, non la commission électorale, puisque aujourd'hui il y a des débats. Les opérations telles que la révision des listes électorales sont problématiques. Il faut revoir l'ensemble et non pas voir seulement une section. Et je vous le dis aujourd'hui, si on ouvrait éventuellement les listes électorales, ça ne résoudrait pas les problèmes. Donc je dis oui
la commission électorale doit être revue. Oui, les listes électorales doivent être revues, mais ce n'est pas deux éléments isolés. Ces instances doivent être revues avec l'ensemble du dispositif d'organisation des élections. Et tout ça avant la présidentielle, à 5 mois? Je l'ai déjà dit, il faut un certain temps si on doit tout refaire. Ce que je veux dire par là, c'est que le débat est trop orienté vers les éléments ponctuels. Non, ça on l'a bien compris. Aujourd'hui, quelle est votre position? À 5 mois de la présidentielle, on décide de mettre en stand-by, ou pour 2026 par exemple, toutes ces réformes, où il faut, comme le souhaite une grande partie de l'opposition, faire ces réformes, sinon, au risque de ne pas avoir la présidentielle se tenir. La question de la commission électorale, je vous disais, est une question fondamentale. Tout conflit dans les pays en matière d'élection commence d'abord par la confiance dans la commission électorale. S'il n'y a pas une confiance dans la commission électorale, il y a lieu maintenant de revoir, parce que ce sont les hommes. Il y a dans chaque parti politique ou chaque mouvance telle que la nôtre, des personnes qui ont quand même une certaine expérience de la gestion de ces éléments-là. Et cela s'applique également aux listes électorales. Aujourd'hui, si les listes électorales, c'est le fondement, c'est la base. C'est sur ces documents-là que nous savons qui a voté, qui doit voter, qui ne doit pas voter. Mais si tous les partis politiques réclament la révision de cette liste, je crois que techniquement, le temps est venu. Et je répète, chaque fois qu'il y a un élément sur lequel les partis ont une contestation et un élément qui peut créer des conflits, il y a lieu de se pencher sur ces questions techniques pour voir quel est le compromis minimum. Et nous disons aujourd'hui qu'il faut pouvoir organiser de façon technique une revue de ces éléments-là, à défaut de changer l'ensemble du dispositif pour qu'on se mette d'accord pour aller aux élections. Est-ce que vous avez l'assurance de réunir vos parrainages pour cette élection présidentielle de 2025? Oui, mais le parrainage, c'est 1%. C'est 1% et l'ordonnance qui a eu il y a 2 semaines a repris cela. C'est 1% du parrainage, c'est pas vraiment compliqué. Donc c'est bon, de votre côté, non, vous avez l'assurance je vais profiter de la réunir. Je vais profiter de votre plateau pour dire quelque chose. Allez-y. Tout à l'heure, je vous parlais des problèmes qu'on a en Côte d'Ivoire de façon... 1%, pour quelqu'un qui veut être président de la République, il doit au moins aspirer à avoir un minimum. Donc 1%, c'est possible. Mais le problème du parrainage n'est pas le pourcentage. Il faut que les gens le sachent. C'est quoi le problème du parrainage? C'est toute la paperasse, c'est toute l'organisation logistique qui n'est pas prévue par la commission électorale. Imaginez par exemple, M. Derasuba, je vais à Minia, j'ai mon parrainage à Minia, sur la population électorale. Je prends où? Alors je vais à Bondoukou, j'ai mon parrainage. Mais quand moi je vais déposer mes listes et que je demande aux gens de venir me parrainer, je ne suis pas comptable de ce qu'ils ont fait avant moi. Mais si avant moi, quelqu'un est allé parrainer un autre parti politique, et qu'au croisement à la commission électorale, on le constate, c'est moi qui suis impacté. Quelle est ma responsabilité dedans? Donc on n'est pas encore arrivé à un niveau informatique, logistique, technique, de façon que n'importe quel citoyen puisse avoir une page quelque part, cliquer et dire je parraine telle personne, comme ça se passe ailleurs. Et puis le parrainage, ça me prendrait 8 minutes pour vous expliquer pourquoi le parrainage encore crée un obstacle dans cette démocratie. Et donc, il faut revoir le parrainage. Je pense même que s'il est possible, il faut l'annuler parce que le parrainage n'a pour objet que d'écarter des candidats. Même s'ils sont des partis politiques, même des grands partis politiques pourraient ne pas avoir leur candidat parrainé. Parce qu'un parti peut ratisser, un parti peut arriver et au lieu de 1% qui cherche dans une région, ratisser 10%. Vous qui venez après, vous ratissez sur peut-être leurs militants qui sont déjà passés. Mais vous n'êtes pas responsable du fait que les gens aient parrainé. Donc à 4 niveaux que je vais développer peut-être ultérieurement, à un niveau technique, à un niveau sociologique, où il peut y avoir des candidats qui sont empêchés d'entrer dans certaines régions, à un niveau politique où la participation politique en Côte d'Ivoire est très basse, mais surtout à un niveau sécuritaire, le parrainage n'est pas souhaitable en Côte d'Ivoire. Monsieur Derasuba, vous êtes dans un pays où, en 2010, des gens ont frappé à la porte pour dire « vous êtes RDA, vous êtes RAGP », et puis on a tiré sur eux. Ils ont dit « vous êtes FPI », on a tiré sur eux. Vous êtes PDCI, on a tiré sur eux. On a eu 3000 morts. Et aujourd'hui, vous demandez à des individus, avec ce traumatisme dans un pays, d'écrire un papier pour dire numéro de téléphone, date, zone où ils habitent, ville, toute leur identification pour qu'ils aient parrainé quelqu'un. Non, ce traumatisme a créé un problème dans la population. Et personne ne voudrait que son identité soit dévoilée. Mais ça a été expérimenté en 2020. Mais comment se sont passées les élections de 2020, monsieur Derasuba? Il y a 8 pays en Afrique qui font le parrainage, mais qui font le parrainage de façon totalement différente. Et cela va revenir. Même aujourd'hui, la vie politique en Côte d'Ivoire, pourquoi les gens ont peur de s'engager? Ils ont peur de s'engager parce qu'il y a cette histoire de violence, de répression, de vengeance autour. Donc, ça fait que les gens restent dans leur cocon. Et le parrainage va poser des problèmes. C'est comme les autres éléments dont je parlais tantôt.
sur le dispositif électoral, le parrainage pose de grands problèmes sur l'inclusion qu'on veut créer. Ce n'est pas le chiffre qui est en cause, c'est tout le dispositif technique qui est là pour le faire. Sinon, nous avons déjà, depuis des mois, conçu un logiciel qui nous permet de récolter notre parrainage en quelques jours. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire sur le parrainage, et puis vous promettre qu'on vous invitera dans d'autres tribunes pour vous exprimer sur la question. Parlons un peu d'économie. Comment jugez-vous la politique économique actuelle de la Côte d'Ivoire? La croissance projetée à 6,5% en 2024 et 2026? Je crois que je me suis déjà prononcé sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Je dis qu'il y a eu des efforts. On passe sur ce sujet précisément. Oui, il y a eu des efforts qui ont été faits dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et les chiffres qui ont été donnés par certaines institutions permettent de réaliser que ce pays a fait des efforts. Et aujourd'hui, sur la question économique, notre focalisation, notre concentration, notre préoccupation, c'est sur le bénéfice de cette performance économique pour les populations. C'est sur la redistribution, c'est sur le social. Les chiffres sont bons, c'est vrai, ça fait plaisir aux institutions. Mais celui qui se trouve quelque part là-bas à Genteguela ou à, je sais pas, à Transua ou à Napier, comment il le sent? Et c'est là aujourd'hui que notre économie doit faire un effort sur ces aspects sociaux qui ne permettent pas d'apprécier la croissance décrite dans les livres des rapports des institutions. Et c'est important que l'économie puisse toucher et que quelqu'un sente que la Côte d'Ivoire a changé quand il est dans les rues parce que son quotidien a changé. Voilà. Alors, un cas pratique. Il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent, qui se disent, bon, peut-être c'est un homme politique qui sera différent des autres. Que proposez-vous, par exemple, à un jeune diplômé de Korogo ou de Gagnoa, sans emploi depuis 3 ans? Vous qui aspirez à être président de la République, vous rencontrez des jeunes qui n'ont pas d'emploi depuis 2 ou 3 ans, qui sont diplômés mais qui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? L'emploi, c'est la première priorité de notre projet de gouvernement. Notre projet de gouvernement met en premier l'emploi. Comment vous créez les emplois? Et à l'emploi, c'est bien de le mettre en priorité, mais comment on les crée? Monsieur Dirassouba, je pense que vous savez que je le dis, quand même, pour aspirer à ce à quoi nous aspirons, nous avons un projet qui a été très clairement décrit et qui sera dévoilé en temps opportun. Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Dites-nous. Très clairement, je vais le dire parce que les Ivoiriens ce n'est pas le dernier jour où ils vont m'écouter. Je dis que l'emploi, c'est notre priorité. Et peut-être que vous pouvez gagner des cœurs ce soir. Mais nous avons des mécanismes. Nous disons la jeunesse. Je vous ai déjà dit. Dites-nous. Je vous ai dit, le chiffre de 2,8% qui se trouve dans les livres aujourd'hui comme étant le taux de chômage en Côte d'Ivoire, en réalité, il est différent dans la rue. Ce n'est pas parce qu'un jeune conduit un taxi, qu'il a une cabine téléphonique, qu'il a forcément un emploi. Il y a une précarité. Vous le voyez conduire un taxi aujourd'hui, demain, il est dans un cybercafé, demain, il a une autre, il devient planteur. Non. Donc aujourd'hui, il y a un gap. 12,4% des personnes qui ont un diplôme supérieur n'ont pas d'emploi. On a compris le descriptif. Qu'est-ce que vous faites, vous? Oui, mais je dis que nous avons un projet de société très clair, focalisé sur l'emploi, que je vais présenter en temps opportun, parce que nous sommes dans une compétition. Et je vous ai présenté ce projet devant ceux avec qui je vais faire la compétition pour comparer les mesures que nous mettons en place. Mais nous avons... Notre projet de société a d'abord le social en priorité. Et dans le social, il y a l'emploi, il y a la jeunesse, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a le monde rural qui est aujourd'hui laissé pour compte, qui ne voit pas les fruits de la croissance. Et il y a ensuite les questions de gouvernance. Donc tout cela sera articulé, est déjà articulé et sera présenté dans des débats plus ouverts où nous serons dans les détails des propositions que nous faisons pour apporter des solutions à la Côte d'Ivoire. Donc inutile de vous poser la question suivante je vous ai dit déjà, sur l'industrialisation, comment vous entrevoyez l'industrialisation. Mais si vous souhaitez qu'on attende plus longtemps avant d'avoir votre projet de société, on peut l'entendre. Hein. Ce n'est pas ce que je dis, M. Dirassouba. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que nous avons un projet articulé autour d'une vision très claire, en quelques points, notamment le social, dans lequel se trouve l'emploi, la santé et tous les autres. Nous avons un projet de société qui voudrait que les questions de santé soient mises en priorité. Nous avons un projet qui détaille des secteurs qui sont apparus lors de nos contacts avec les populations, nos échanges, comme des secteurs importants. Maintenant, les mesures techniques que vous demandez maintenant de dévoiler seront évidemment dévoilées quand nous rentrerons en plein dans le débat politique qui nous permet d'exposer et de convaincre l'électorat. Mais nous avons des solutions que nous allons proposer et soumettre au peuple ivoirien.
Vincent Tobirier, vous avez travaillé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Quel jugement portez-vous sur la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire dans une Afrique de l'Ouest en proie à la montée du terrorisme? Il y a une situation aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, pour la première fois de son histoire, va organiser une élection au moment où il y a une situation de sécurité assez délétère dans la région. Il y a des pays qui traversent actuellement des défis au niveau de leur stabilité, au niveau de leur démocratie. Et cela est inquiétant. Cela est d'autant plus inquiétant que même la configuration de la solidarité internationale vient affecter également les efforts de sécurisation. Et dans notre projet que nous allons proposer à la Côte d'Ivoire, nous allons revoir les stratégies qui ont été mises en place pour la défense, que certaines marchent très bien, mais certaines ont besoin d'être renforcées. Sur les questions de sécurité, il ne s'agit pas que des questions de sécurité sur les ratios, sur les équipements, mais il s'agit également de ce que nous allons proposer pour que des communautés soient stables. Parce que sur la question, par exemple, du terrorisme, à laquelle vous semblez faire allusion, c'est l'instabilité, c'est le manque de cohésion au sein de certaines populations. C'est la relation entre les individus et l'État qui fragilise souvent le système sécuritaire et permettent l'arrivée ou la pénétration facile des gemmes de division et des gemmes de sécurité. Et donc, nous pensons que sur la question sécuritaire, il y a des efforts à faire pour consolider ce qui a été déjà fait. La Côte d'Ivoire a certes avancé dans son dispositif sécuritaire, auquel, à un certain moment donné, j'ai contribué, mais il y a aujourd'hui des défis qui se présentent à nous, qui demandent une vigilance accrue et qui demandent que les stratégies de couverture du territoire et peut-être de recrutement des membres de nos forces soient revues. Dernière question avant de vous laisser répondre aux questions de nos internautes. Si vous êtes élu à la tête de la Côte d'Ivoire, ce serait quoi vos 3 premières priorités, Vincent Tobi? Ma première priorité, comme je l'ai dit, c'est le social. Le social, ça veut dire qu'il faut se pencher un peu plus sur la question de l'emploi. Ça, c'est une vision. La première décision que vous prendrez, mais la vision, la vision est manifestée par des priorités, des politiques de développement. Et je disais tantôt que je suis pour un État qui est fort, qui régule la vie économique et sociale, lequel État apporte des réponses aux préoccupations des populations. Et dans le contexte où nous sommes actuellement, nos populations ont de profondes aspirations sur les questions sociales, Deuxième priorité. sur la question de santé. Deuxième priorité que nous avons, c'est l'éducation. Nous avons tendance à arrimer la question de l'éducation juste à l'école, au diplôme, au bac, à la licence. Non, aujourd'hui, il faut élever l'éducation à notre niveau. Parce que l'éducation de notre État, aujourd'hui, pose problème. Regardez le désordre qu'il y a. Regardez l'incivisme dans l'urbanisation. Regardez l'incivisme routier qui est en train de détruire notre pays. Et donc, aujourd'hui, il faut une éducation de masse. Troisième priorité? Troisième priorité, c'est la gouvernance. Je disais ça, la gouvernance des institutions. Il faut revoir la gouvernance des institutions, la moralisation de la vie publique, le service public, mais également les couvertures territoriales opérées par notre administration territoriale. Comment la rendre plus forte dans la gestion des besoins, des préoccupations, ou alors comment la doter, cette administration territoriale, de moyens conséquents pour qu'elle puisse effectivement faire sentir ces résultats économiques aux populations de base dans les villages. Vous connaissez le principe de cette émission mieux que quiconque parce que vous y êtes passé à plusieurs reprises. C'est l'heure de répondre aux questions de nos internautes. La première question d'internaute, cette fois, elle est de Nicolas Kwasi qui dit « Pensez-vous être suffisamment préparé pour diriger un pays comme la Côte d'Ivoire ?» Monsieur Kwasi, diriger un pays, c'est avoir une certaine vision, c'est avoir une certaine rigueur, c'est avoir la capacité de s'entourer de personnes qui peuvent faire... Parce que vous ne savez pas tout. Il faut avoir la capacité d'avoir des gens qui vous accompagnent. Et c'est cela. Vous avez aujourd'hui le Sénégal qui est dirigé par 2 jeunes inspecteurs des impôts qui n'ont jamais été même sous-directeurs, mais qui aujourd'hui tiennent la 2e économie de l'UEMOA. Donc diriger, c'est avoir cette vision, cette capacité de discernement, cette hauteur et cette force de reconnaître la force des autres. Soit dit en passant, Bassirou, Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko vous ont-ils fait rêver? Non, mais nous, Sonko et Diomaye Faye ont été élus en mars. Mais nous avons commencé notre action depuis très longtemps, vous le savez. Mais j'étais au Sénégal pour participer à ce processus électoral.
Pas qu'ils m'ont fait rêver, parce que le Sénégal a quand même des ressorts différents de la Côte d'Ivoire, mais c'est un exemple aujourd'hui pour dire aux gens, il ne faut pas mystifier la fonction présidentielle aujourd'hui. Et c'est ce qui fait peur aux gens. Mais pourquoi? Pour être président, il faut être vieux, et il faut avoir tel ressort. Et ça fait que même les jeunes là, qui ont la capacité de servir le pays se mettent à distance. Donc, diriger, c'est avoir ce discernement, c'est avoir cette réserve, et c'est avoir une conviction intérieure profonde pour conduire un peuple. Prochaine question. Alors, Zabi Rodrigue, quel commentaire sur les 15 ans de pouvoir du président Ouattara? J'ai été à une émission il y a une semaine avant la vôtre. Nous avons connu une gouvernance du président Ouattara qui a donné des résultats. Et j'ai eu à commenter ces résultats. Et vous voyez certains aspects du développement. Mais je dois avouer que la gouvernance du président Ouattara a commencé à montrer certaines limites à partir de son deuxième quinquennat. Je ne sais pas si les proches du président Ouattara sont suffisamment honnêtes pour lui dire le désordre qu'il y a aujourd'hui, pour lui dire ce que les populations ressentent dans la vie. Je ne sais pas si les proches du président Ouattara ont assez d'honnêteté pour lui dire qu'il y a beaucoup de frustration, même dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Et donc, cette gouvernance aujourd'hui, je pense, a montré certaines limites. Et l'une des limites de cette gouvernance, c'est la démocratie aujourd'hui qui est problématique. Après 15 ans de pouvoir, la Côte d'Ivoire continue d'être incertaine en termes de liberté, en termes d'élection, en termes de démocratie. Et ça, ce sont des critiques que nous portons aux actions qui ont été menées et qui, je l'ai dit ailleurs, ont porté des fruits, mais qui ont besoin aujourd'hui d'être réorientées ou revues. Prochaine question. On poursuit avec les questions des internautes. Adjassiata Silué qui dit « Vous n'êtes pas un élu, ne redoutez pas l'étape des parrainages. » On en a parlé. On peut passer à la prochaine question. Ouais. La prochaine question, avec le concours de la réalisation. Prochaine question, Abiba Congo. Vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? Qu'avez-vous déjà réalisé dans cette localité pour les jeunes, les femmes? Je suis de plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Je suis de la Maraoué. Mais je suis natif de Dabou, chez les Adjoukrou. J'ai grandi chez les Ibriés. J'ai eu mes premières expériences professionnelles à Timé, chez les Timéka. Donc, et je vis avec des personnes qui viennent de différentes régions. Je ne dirai pas ici ce que j'ai fait particulièrement pour des personnes de cette région, mais j'ai servi pour le bénéfice des populations partout où je suis passé. Et ce n'est pas seulement aux fonctions que j'ai occupées, mais il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées. Et dans ma vie de tous les jours, si vous me suivez, je ne fais qu'orienter, aider, exposer des efforts qui sont faits. Donc, nous apportons tous notre contribution au développement. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas construit un château d'eau qui est visible aujourd'hui que je n'ai pas offert une ambulance à un hôpital que je n'ai pas servi la Côte d'Ivoire. J'ai servi, j'ai aidé et je n'ai pas besoin de dévoiler ici ce que j'ai fait pour certaines de ces populations-là. Très bien. La toute dernière question d'internaute. Kwasi Marc, vous contestez tout, y compris la CEI et le parrainage. Vous n'avez pas confiance, pourtant vous y allez. C'est une raison supplémentaire pour y aller, parce que si vous vous mettez en marge de la construction de la démocratie, qu'est-ce qu'il n'y aura plus d'amélioration. C'est parce que nous avons vu toutes ces préoccupations, que nous avons, en tant que président de la Côte d'Ivoire, une vision pour la réforme de ces institutions. Nous avons une vision pour la marche de notre pays, que nous décidions d'y aller malgré les difficultés. C'est justement parce qu'il y a des difficultés qu'il faut y être. Et si vous laissez le champ aux partis ou aux personnes à qui vous attribuez ces difficultés, à quel moment la Côte d'Ivoire va changer? Donc, venons tous contribuer au changement de la Côte d'Ivoire. Rejoignons-nous pour faire l'histoire. Vincent Toby-Irié, nous sommes au terme de cet entretien sans réserve. Est-ce que, justement, vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Oui, j'ai répondu à toutes vos questions sans réserve. Et j'attends... Maintenant que vous avez un pied dans la politique, les deux pieds même, peut-être que vous avez mis un peu de réserve. Non, j'ai répondu sans réserve à vos questions. Avant, quand vous m'appeliez sur ce plateau, j'avais des réserves dues à des situations particulières. Et aujourd'hui, je porte une autre casquette et je crois vous avoir donné les réponses telles que je les sentais et telles que je les avais conçues. Vincent Toby-Irié, merci d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Merci beaucoup, M. Et bonne chance pour la suite de votre carrière politique. Merci beaucoup, M. Derritsou. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.
Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.